Dans un premier temps, nous avons considéré que ce lieu n'était pas l'idéal pour instaurer un débat sur la laïcité. Mais faute de mieux, nous avons dû nous y résoudre. Et finalement, n'est-ce pas aussi l'occasion de regarder nos bâtiments de culte, et au-delà de cette église, les cathédrales, les temples, les synagogues, les mosquées, comme de beaux lieux consacrés à l'exercice d'une belle liberté, la liberté de conscience et la liberté religieuse. Les débats autour du projet de loi sur les séparatismes, et plus encore l'assassinat de 16 octobre de Samuel Paty, qui a reçu tout de suite, tout à l'heure, il y a une demi-heure, un hommage national, manifestent malheureusement la cruelle actualité de ces questions que posent les différentes formes de radicalisme religieux. Face à de tels actes, au-delà de la compréhension, de l'indignation, voire de la colère, nous devons être plus que jamais déterminés à continuer de mener le combat contre le fanatisme et la radicalisation de beaucoup de nos jeunes par l'information, l'éducation et le dialogue. C'est du moins dans cette optique que l'ESH, que l'Espace Saint-Hilaire, souhaite apporter sa modeste contribution en posant une question simple: comment l'école de la République peut-elle participer à l'éducation de nos jeunes pour que notre société, dans son ensemble, soit plus ouverte? N'est-on pas confronté aujourd'hui à un retour des fondamentalismes religieux et laïques dans l'enseignement du fait religieux? Tel est le thème de cette conférence ce soir. Pour nous aider à réfléchir à ces questions de radicalisme religieux et peut-être aussi une certaine radicalisation laïque dans l'éducation nationale, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un des grands spécialistes de ce sujet, René Moya. René Moya, vous êtes docteur ès-lettres, historien des religions. Vous avez fondé en 1995 l'IFER, l'Institut de formation à l'étude et à l'enseignement des religions à Dijon. En 2002, vous avez été impliqué dans la mise en œuvre du rapport Debray, qui, à la demande de Lionel Jospin et Jacques Lang, voulait encourager l'étude du fait religieux à l'école. Parmi vos nombreux articles et ouvrages, vous avez publié en 2004 chez Nathan « Enseigner le fait religieux, un défi pour la laïcité » et plus récemment, l'année dernière je crois, ce livre que vous trouverez en vente à la sortie si vous voulez, La leçon de Malicornet, le fait religieux, un défi pour la laïcité. Non, excusez-moi, la leçon de Malicornet, le fait religieux pris en otage, qui propose une réflexion de fond sur la laïcité et le traitement scolaire des religions. Et vous illustrerez, je pense, votre propos par votre engagement dans l'affaire Malicornet. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu accompagné de M. Fauché. Mathieu Fauché, vous êtes maître des écoles et vous êtes cet instituteur de Malicornet qui, en 2017, suite à une plainte anonyme, avait été sanctionné pour avoir fait travailler vos élèves sur des passages de la Bible. Vous nous apporterez votre témoignage, votre vécu de l'époque et puis l'évolution de cette affaire qui, hélas, n'est pas terminée. Voilà, je vais donner la parole tout de suite à René Moya, qui vont animer le débat tous les deux, et nous aurons un temps d'échange après avec vous, de façon à terminer pas après 22h30, si possible, parce que les deux conférenciers repartent loin, l'un du côté de Tours et l'autre sur la route d'Arles. Merci à vous deux d'être venus si loin. Merci. Bonsoir à chacune et chacun de nous. On entend bien le micro. Voilà, merci à ceux qui nous accueillent dans ce lieu, effectivement, comme l'a dit tout de suite Maurice Baron. Merci surtout à Maurice Baron pour cette invitation dans le cadre de l'Espace Saint-Hilaire. Moi, je suis très heureux de me retrouver ici, d'abord de venir à New York pour la première fois avec mon épouse. On a pu découvrir un tout petit peu tout à l'heure votre ville bien animée, comme ça, l'après-midi, le centre-ville en tout cas. Et
J'étais venu en fait à Niort déjà, mais pas du tout pour le cadre d'une conférence. C'était un débat avec Jean-Marie Pelt, et à l'époque j'étais venu un peu en coup de vent sans rien voir de la ville. Un débat avec Jean-Marie Pelt, ça remonte au moins à 10 ans. Et c'était sur des sujets beaucoup plus sereins, puisque Jean-Marie Pelt, c'est l'écologie, les plantes, le bien-être, etc. Et moi, j'ai devais parler un peu de la spiritualité. Donc, on avait des échanges qui étaient dans un climat tout autre que ce climat anxiogène qui est le nôtre aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de venir aussi près de Niort il y a 3 ans, grâce à Jacques Faucher, le fondateur de l'Espace Saint-Hilaire, pour une conférence à Melle. Et c'était l'époque où j'apprenais et j'étais sidéré ce qui arrivait à ce jeune instituteur, Mathieu Faucher, qui est là devant vous aujourd'hui. Et c'est la première fois que j'en parlais publiquement, en me disant, enfin, comment est-ce possible, au XXIe siècle, dans l'éducation nationale en France, d'en arriver à une situation pareille. Alors on va essayer de reprendre ça ce soir, on essaie de mettre un peu de réflexion dans tous ces événements que l'on vit. On va procéder de la façon suivante. Je vais faire une brève introduction. Ensuite, Mathieu Faucher racontera ce qui lui arrive depuis 2017. Et je reprendrai ensuite la question de la laïcité à l'école, pour essayer d'apporter quelques éléments de clarification, de distinction, mais aussi d'accusation. Et je terminerai sur le fait que Mathieu Faucher représente pour moi aujourd'hui un exemple à suivre, et je dirai pourquoi. Alors d'abord, pour introduire, un enseignant décapité. On est tous sous le coup de cet événement qui suscite une émotion considérable, qui paraît à beaucoup incompréhensible, mais qu'on soit submergé par l'émotion, ça se comprend. Mais attention, la vague émotionnelle peut permettre de cacher énormément de choses. Je voudrais pour ça revenir très vite sur l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Lorsqu'ils ont été assassinés, il y a eu une vague d'émotions énormes. Je suis Charlie, ça a déferlé partout. Et je relisais ce qu'écrivait Régis Debray immédiatement après, dans La Croix. Le grand titre, ne remplaçons pas la réflexion par l'émotion. Et suite à l'émotion, encore une fois, qui se comprend très bien, Régis Debray écrivait ceci, je vous lis quelques lignes. Il ne faut pas bouder un moment d'unanimité. Paris vaut bien une messe, et la République une petite comédie unanimiste que nos officiels qui ont su récupérer une émotion populaire. Mais ne remplaçons pas la réflexion par l'émotion. On est tous un peu saturés de slogans et de grands mots. La République n'est pas seulement un « embrassons-nous folle vide ». C'est une exigence, c'est une discipline, et c'est un courage. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on le met sous le terme de radicalisation. Radicalisation, cette folie de l'esprit humain, folie des savoirs quand ils se dogmatisent, folie des croyances quand elles se figent en crédulité stupide. Cette radicalisation, hélas, aujourd'hui, elle est à l'œuvre partout. Elle n'est pas qu'islamiste. On y reviendra sans doute sur l'événement récent, et peut-être vous aurez des questions, puisqu'on va ménager le temps de débat, où on puisse répondre au mieux, Mathieu Faucher et moi-même, aux questions que vous pourriez partager et échanger aussi entre vous d'ailleurs. Le problème
problème est que cette radicalisation, aujourd'hui, elle n'est pas que religieuse. Ça a été ma grande surprise, personnellement, avec l'affaire de Mathieu Fauché, dont il va vous parler tout de suite. Parce que, c'est vrai, je suis historien des religions depuis assez longtemps, je travaille sur notamment l'histoire du christianisme ancien, et je sais que les religions ont connu à différentes périodes de leurs histoires, des périodes où elles se radicalisent. Et personnellement, en tant que de culture catholique, et investi notamment longtemps à la direction de l'enseignement catholique en France, j'ai toujours essayé de combattre ce qu'on appelle les fondamentalismes, les communautarismes, les fanatismes religieux, etc. Et je ne m'attendais pas du tout à devoir, en cette période-là, du XXIe siècle, devoir résister à une autre radicalisation qui est laïque. Je ne m'attendais pas du tout parce que tout ce que nous avons fait pour combattre les radicalismes religieux, c'est au nom de la laïcité. Et on ne savait pas que dans la laïcité elle-même, le ver était aussi dans ce fruit-là. Ça, c'est une chose que je n'avais pas vu venir. Et je crois ne pas être le seul dans ce domaine-là. Mais la proportion que ça prend aujourd'hui nous fait peur. On aura l'occasion certainement d'y revenir. En tout cas, j'ai été tellement heurté par ce fait que j'ai eu la chance de connaître Mathieu Fauché, d'échanger avec lui, de comprendre un peu tout ce qui lui arrivait. Et du coup, j'ai décidé d'en écrire un livre. Donc c'est la leçon de Malicornet. Alors c'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé d'y mettre tout le dossier. Pour ceux qui voudront consulter ou le prendre, vous y trouverez tout. Vous y trouverez le travail de Mathieu, parce qu'il est reproduit intégralement. Vous verrez exactement ce qu'il a enseigné. Les séquences sont complètes. Vous verrez la lettre anonyme qu'il a dénoncée. Vous verrez comment il s'est défendu. Vous verrez les articles de presse qui sont sortis. Vous verrez les sanctions dont il était l'objet, etc., etc. Mais depuis, le livre date de 2 ans, donc, enfin du début de l'année dernière, donc il y a encore des choses nouvelles dont il va vous parler, et je lui laisse la parole pour qu'il me raconte cela, et ensuite on reprendra le contexte dans lequel tout ça s'est développé. Mathieu. Merci René. Merci à l'Espace Saint-Hilaire pour son invitation. Merci à tous. C'est un très bon plaisir d'être ici ce soir. Parlez plus fort. C'est un très grand plaisir d'être ici ce soir aux côtés de notre meilleur spécialiste de l'enseignement laïque du fait religieux, René Nouella. Et je crois que nous avons tous les deux une pensée émue ce soir pour M. Jean Carpentier, qui nous a quittés il y a 2 ans et demi. Jean Carpentier était inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, qui qui a mené son dernier combat à nos côtés et qui aurait été des nôtres ce soir également. Je vais donc revenir en essayant d'être le plus bref possible, même si évidemment il y a beaucoup d'événements à raconter. Je vais essayer de revenir sur donc, cette affaire Malicornet, comme on l'appelle, et ça me dérange toujours un petit peu parce que les habitants de Malicornet n'ont rien demandé pour que le nom de leur village devienne une affaire. Alors disons l'affaire Mathieu Fauché, peut-être c'est plus correct. Tout a commencé donc en janvier 2017. Moi je suis simple professeur des écoles, j'ai 18 ans de carrière et j'enseigne dans le département de l'Indre, le plus souvent à la campagne. J'ai été muté dans la petite école de Malicornet en 2016, charmant village du sud du département de l'Indre. Et le 31 janvier 2017, après donc 15 ans de bonheur d'enseigner, un inspecteur arrive à l'improviste dans ma petite école pour m'annoncer qu'il a reçu une lettre anonyme qui m'accuse de prosélytisme religieux. Alors, prosélytisme, le mot prosélytisme dans la lettre anonyme était mal orthographié. Ça n'est pas que
A priori, on pourrait se penser que ça n'a pas tellement d'importance, mais en fait si, parce que je crois que ça symbolise tout le malentendu. Parce que c'est bien par l'inculture que tout commence. Et l'auteur de cette lettre, qu'à minima je pourrais qualifier de lâche, parce que je ne crois pas qu'une lettre anonyme puisse se justifier, n'avait pas de lacune qu'en orthographe. Il n'avait surtout aucune idée de ce qu'était le prosélytisme, de toute évidence, puisqu'il confondait culture et catéchisme. J'avais pris soin, lors de la traditionnelle réunion de rentrée que l'on donne toujours en présence des familles de parents d'élèves, j'avais bien pris soin de présenter ce travail littéraire et historique aux parents d'élèves. Donc ils étaient prévenus qu'entre Sherlock Holmes et Harry Potter, on aurait un travail sur des extraits issus de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il s'agissait d'une dizaine d'heures de travail, étalées sur 3 semaines, étude d'un recueil d'extraits de la Bible. On pourrait dire une sorte de best-of, si vous voulez, des extraits bibliques que j'avais recueillis essentiellement dans des manuels scolaires, tout à fait recommandables, des manuels scolaires qui s'étalaient du CE2 jusqu'à la 6e à peu près, et fort heureusement, on en trouve bien entendu. Donc en faisant cette petite compilation, j'arrivais à un travail étalé sur 3 semaines de lecture. J'ai bien expliqué aux familles que je souhaitais apporter à mes élèves des éléments fondamentaux de culture générale, se basant sur ces extraits de la Bible. J'avais la quasi-totalité des familles de parents d'élèves qui étaient présentes, et non seulement je n'ai eu aucune remarque désobligeante ou aucune critique, mais au contraire une approbation totale. Parce que les parents d'élèves n'ont pas eu besoin de 4 mois d'enquête administrative pour faire la différence entre catéchisme et culture. Mais lorsque des enseignants peuvent faire... Bon, lorsqu'un imbécile qui écrit une lettre anonyme fait cette confusion, on peut se dire que ça n'est pas grave, malgré les conséquences que ça a eu, bien sûr. Mais lorsque des enseignants font cette confusion, lorsque des cadres de l'éducation nationale font cette confusion, c'est évidemment beaucoup plus inquiétant. Alors tout s'est enchaîné très vite. La direction académique de l'Indre, donc la gestion administrative au niveau départemental, a exigé une fouille en règle de ma classe, que les enfants soient interrogés, que mon travail soit scruté, après quoi j'ai été suspendu pour 4 mois, le temps d'une enquête administrative qui a abouti à une commission disciplinaire et enfin à une sanction pour faute professionnelle le 2 juin 2017. Alors, cette sanction, elle consistait, c'est plus un symbole qu'autre chose, mais en un déplacement d'office, c'est-à-dire une interdiction de rester enseigné à l'école de Malicornet, dont j'étais titulaire, sur ce poste de lequel j'étais titulaire. Je conteste, et j'ai toujours contesté formellement avoir commis la moindre faute professionnelle. Et c'est pourquoi j'ai saisi immédiatement, dès le jour de la sanction, j'ai saisi la justice. Le 12 juillet 2019, parce qu'on connaît malheureusement les lenteurs de la justice, donc 2 ans plus tard, le tribunal administratif de Limoges ordonne l'annulation de la sanction disciplinaire et ma réintégration immédiate sur le poste que j'occupais à l'école de Malicornet. Nous avons évidemment hésité, mes soutiens et moi, à sabrer le champagne ce jour-là, et puis une petite voix nous a incité à rester prudents. Et nous avons eu raison de rester prudents, puisque à ce jour, je n'ai toujours pas récupéré mon poste malgré l'ordre de la justice. Voilà, donc la justice est non seulement lente, mais connaît en plus quelques défaillances. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors non seulement le rectorat d'Orléans, qui est l'académie dont je dépends, refuse de me réintégrer malgré l'ordre du tribunal, mais en plus, je découvre quelques mois après qu'il y aura un procès en appel auprès de la cour administrative à Bordeaux, et qu'en plus, le ministère de l'Éducation lui-même, donc on est monté vraiment au sommet de la pyramide, le ministère de l'Éducation lui-même exige un sursis à exécution pour la décision concernant la décision de justice. Ce sursis à exécution, je suis désolé, c'est assez technique, mais ce sursis à exécution a été rejeté, ce qui fait ma 2e victoire judiciaire, et pour autant je n'ai toujours
toujours pas récupéré mon poste. Quant au jugement en appel à Bordeaux, en lisant le texte de recours déposé par le ministère, j'ai vraiment pensé que là, mes adversaires perdaient complètement les pédales. Parce qu'on m'y accuse, le cabinet, la directrice des affaires juridiques de M. Jean-Michel Blanquer m'accuse d'une démarche prosélyte. Or, jamais, jusqu'ici, durant toute la procédure administrative, je n'avais été accusé par ma hiérarchie de prosélytisme. C'est-à-dire que le ministère maintenant contredit l'enquête administrative qui a été menée par la direction académique. Voilà. Bon. Alors tout ça, bien entendu, ça a été, je ne le cache pas, très difficile à vivre, très difficile à vivre pour moi-même, pour ma famille, mais pas seulement, parce que tout le village, même les 4 villages qui forment le regroupement pédagogique intercommunal ont été évidemment très tourmentés par toute cette affaire, les enfants particulièrement. J'ai d'abord une pensée pour eux, parce que les élèves de mon école, ça a été très dur à vivre, mais j'ai bénéficié, heureusement pour moi, d'un soutien extraordinaire des parents d'élèves et des élus de Malicornet et des villages alentours. Un soutien quasi unanime et un soutien surtout extrêmement vivace et qui n'a jamais faibli. Il y a eu des manifestations, il y a eu des courriers qui ont épaissi du triple mon dossier administratif. J'ai été soutenu par des représentants syndicaux, par des associations, jusqu'à ce qu'enfin cette affaire, je dis enfin, mais ça n'a pas finalement été long, jusqu'à ce que cette affaire sorte dans les médias et arrive aux oreilles d'intellectuels comme le professeur René Douella, mais aussi comme le philosophe Régis Debray, comme de nombreux intellectuels et spécialistes de cette question de l'enseignement du fait religieux, qui m'ont contacté et ont tenu avant toute chose à me conforter sur ce que je soupçonnais. Ce n'était pas moi qui avais commis une erreur, mais l'administration. Alors, pourquoi se battre pour cette affaire? Pourquoi tenir le coup? Pourquoi ne pas finalement se dire, bon, comme malheureusement beaucoup d'enseignants le font dans cette situation, pourquoi ne pas renoncer, pourquoi ne pas baisser la tête? Eh bien d'abord pour la forme, parce que si j'avais réellement commis du prosélytisme, si j'avais été responsable de prosélytisme, j'aurais mérité une sanction. Que les choses soient bien claires. J'aurais commis une faute professionnelle. Mais cette accusation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été balayée par l'enquête administrative elle-même, c'est-à-dire que c'est ma hiérarchie elle-même qui a reconnu au bout d'une semaine seulement que je n'avais pas commis de prosélytisme. Alors pourquoi ont-ils absolument tenu à mener cette procédure jusqu'au bout alors que c'était parfaitement inutile? Et en plus, je veux dire, l'inspection académique de l'Inde reconnaissait les ravages sur les enfants, sur les familles, sur les élus, sur tout un village. Pourquoi dès lors persister à ce point dans cette procédure complètement folle? Alors on m'a accusé, puisqu'il n'y avait pas prosélytisme, on m'a accusé, Monsieur Fauché, vous en avez trop fait. Monsieur Fauché, c'était trop long. Monsieur Fauché, vos textes n'étaient pas tout à fait adaptés à l'âge de vos élèves. Monsieur Fauché, vos textes étaient mal présentés, les illustrations de mauvaise qualité. J'ai tout entendu. J'ai absolument tout entendu, mais je n'ai rien entendu qui constitue une faute professionnelle. Il n'y a pas de faute professionnelle, et jamais ils n'ont été capables de la caractériser. Et malgré tout ça, l'administration a voulu coûte que coûte que je sois sanctionné, pour aboutir à ce que la justice, à son tour, dise que l'administration avait fait une erreur et que cette sanction devait être cassée. Bref, voilà, cet acharnement a de quoi interroger et pose réellement la question du fonctionnement de l'administration, pas seulement de l'éducation nationale, parce que je pense que mes collègues policiers ou autres fonctionnaires auraient beaucoup à dire sur le fonctionnement de leur administration, mais mon objectif en tant que représentant syndical que je suis maintenant, dans un syndicat minoritaire de l'enseignement qui s'appelle Action et Démocratie, qui est lié à la CFE-CGC, j'essaie de vraiment inciter tous mes collègues qui sont victimes de ce type de sanctions injustes de relever la tête et de se battre. Parce que, justement, si tous les collègues injustement mis en cause saisissent
les instances qui permettent de contester des sanctions, le rapport de force pourrait peut-être changer et peut-être l'administration agira avec plus de discernement. Et c'est vrai que cette question rejoint beaucoup, mais évidemment je ne veux pas développer ce soir, mais cette question rejoint beaucoup ce qui est arrivé à mon collègue Samuel Paty. Il y aurait beaucoup à dire sur le fonctionnement interne de l'administration, sur la façon dont l'administration gère les conflits qui peuvent exister malheureusement entre professeurs et familles de parents d'élèves, qui sont fréquentes, hein, il ne faut pas le nier. Mais bon, encore une fois, on pourra éventuellement revenir si vous souhaitez dans les questions, mais je reviens sur l'enseignement du fait religieux parce que c'est vraiment une question de fond. Je suis issu d'une famille d'enseignants, pratiquement de père en fils. Hein. Mon arrière-grand-père et mon grand-père paternel étaient instituteurs dans le département de l'Indre, également. Et tous deux issus d'une... Voilà, la famille Fauché, c'est une famille de tradition anticléricale, personne n'est parfait, de tradition, allez, carrément, je pense qu'on peut dire carrément bouffeur de curé, vous m'excuserez l'expression, mais la question de l'enseignement laïque du fait religieux, la transmission de cette culture, ne se posait pas pour eux. Parce que lorsque mon grand-père, dans sa classe, dans les années 1960, abordait la question du baptême de Clovis, pas un seul de ses élèves n'aurait levé la main pour demander mais qu'est-ce que c'est qu'un baptême? Et j'ai pu constater, moi, depuis que je suis dans l'enseignement, donc depuis 2003, aujourd'hui, poser la question, 80% des enfants vont lever la main pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'est un baptême. Et c'est un exemple que j'ai beaucoup cité dans la presse, qui est incroyablement révélateur. Lorsque, avec mes élèves de Mel Cornet, nous nous rendions à la salle des fêtes, un élève me demande, maître, à côté de la salle des fêtes, il y a une statue d'un barbu qui fait de la gym sur une croix. Et là, sur le coup, j'en crois pas mes oreilles. J'en crois pas mes oreilles et je demande à certains de ses camarades, peut-être que tu pourrais lui expliquer qui est ce personnage. Et ça fait des années que j'ai pris conscience de l'incroyable niveau d'inculture religieuse des jeunes générations et même des moins jeunes. Et même des moins jeunes parce que la déchristianisation, je crois que c'est un phénomène que personne ne peut nier. Hein. Même les anticléricaux les plus farouches, personne ne peut nier que cette déchristianisation est à l'œuvre depuis des décennies. Et moi, si je m'exprime en tant que maître d'école à l'école laïque, je n'ai pas à dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Cependant, ce que je constate, c'est que ce qui me concerne moi en tant qu'instituteur, c'est que dans 20, 30 ans, plus personne ne sera en mesure de lire Victor Hugo, de comprendre une cantate de Jean-Sébastien Bach, de comprendre toute la littérature médiévale ou même l'histoire médiévale, de comprendre qu'un chevalier, avant d'être un guerrier, est d'abord un chrétien. Et je pense que même mes adversaires les plus virulents seraient d'assez bonne foi pour admettre que cette culture est en train d'échapper de plus en plus, je le disais, non seulement aux jeunes générations, mais aux moins jeunes. Une fois ce constat posé, soit on considère que ce vide culturel est un mal nécessaire parce que la religion serait mauvaise pour l'homme et que faire table rase de la religion, c'est aussi faire table rase de la culture qui va avec, je ne plaisante pas, je l'ai entendu, soit, comme je le pense, on remédie, il est du rôle de l'école laïque de remédier à ce manque grâce à l'enseignement laïque du fait religieux, et ainsi raccrocher avant qu'il ne soit trop tard nos jeunes générations aux 1500 ans de culture qui les ont précédés. Et ce n'est pas qu'une question culturelle, et là le professeur Noëlla saura bien mieux l'expliquer que moi, mais la laïcité n'est pas qu'un enrichissement, l'enseignement laïque du fait religieux, ce n'est pas qu'un enseignement culturel. Parce que la laïcité, c'est un rempart au prosélytisme religieux, pas un rempart à la religion. J'ai été accusé, moi, avec ma petite séquence de textes bibliques, de jouer avec le feu. Je reprends les termes. J'ai été accusé de jouer avec le feu par mes supérieurs à l'école, plutôt que d'éviter le sujet comme on le fait depuis 40 ans. Quand à la fin des années 80, des intellectuels, des
cadres de l'éducation nationale, comme le recteur Philippe Joutard, comme le philosophe Régis Debray, à la demande de Jacques Lang, parlait d'enseignement du fait religieux, on a entendu, alors moi j'étais trop jeune, j'étais un gamin à ce moment-là, mais j'ai lu des articles depuis, on a dit vous voulez faire rentrer le loup dans la bergerie, vous voulez faire rentrer la religion à l'école, vous voulez pervertir nos enfants, que n'avons pas entendu à cette époque-là. L'enseignement laïque du fait religieux, et j'en suis évidemment convaincu, sinon je ne serais pas là, est plus que jamais nécessaire et urgent. Il est urgent depuis 40 ans et nous avons perdu énormément de temps. Je revendique, moi, en tant que maître d'école à l'école publique, d'avoir scrupuleusement suivi les programmes, contrairement à ce qui m'a été reproché. J'ai suivi les programmes de l'école primaire et j'en ai acquis la conviction, grâce à René Nouella, grâce à Régis Debray, mais aussi grâce à des cadres haut placés de l'éducation nationale, à des personnes qui ont rédigé les programmes, les plus récents programmes, ceux de 2016, mais aussi auprès de Madame Saint-Martin, de l'école pratique des hautes études, qui contribue chaque jour à cet enseignement laïque du fait religieux en fournissant des contenus clés en main pour les enseignants qui veulent réaliser cet enseignement. Alors, où en suis-je aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons fait, René Nouella et moi, malgré tous nos soutiens, malgré nos courriers auprès de Jean-Michel Blanquer, malgré les démarches de différents intellectuels, depuis que on a l'impression d'un blocage absolu. On a l'impression que la raison ne parvient pas pour l'instant à s'imposer, puisque le ministère en est à s'opposer à une décision de justice pour ne pas me donner raison. Je dirais que voilà, ce blocage aussi strict qu'il est, interroge vraiment. À tel point que le philosophe Régis Debray, lorsqu'on s'est rencontré à Paris avec René Nouella, parlait d'une schizophrénie. Schizophrénie chez le ministre de l'Éducation nationale, qui, en 2018, dans la presse, tressait les louanges de l'enseignement laïque du fait religieux, disant « c'est incroyable que les enfants aujourd'hui entrent dans une cathédrale et n'y comprennent rien ». Enfin, il aurait pu parler par ma bouche. Et en même temps s'obstine de façon personnelle à bloquer ma réhabilitation. Voilà où nous en sommes, et pour une analyse plus profonde, je cède la parole à René. Voilà, merci. Mathieu, vous aurez certainement des questions à lui poser. Tout à l'heure, et il sera pour en savoir plus sur ce qu'il vient de vous dire, parce que ça peut paraître assez effarant, et le résumé qu'il a fait, et la situation dans laquelle on se trouve. J'étais très content, Mathieu, que tu cites Jean Carpentier, qui est quelqu'un de la région, qui était quelqu'un de la région, qui n'était pas loin ici. Poitiers, oui. C'est un homme que j'ai eu la chance de connaître depuis longtemps, un grand inspecteur de l'éducation nationale, professeur de lettres, un homme d'une culture formidable, et il avait fondé une association pour l'enseignement public qui s'appelait l'ARELC. Alors A-R-L-E-C, c'est l'ARELC, c'est Association Religion, Éducation, Laïcité, Citoyenneté. Donc le programme, c'est le programme dont on parle ce soir. Et Jean Carpentier avait créé ça dans les années, je crois, 1990, et c'est une association qui a essayé de former les enseignants du public, mais qui, faute de crédit, parce qu'elle n'intéressait pas l'éducation nationale en fait, faute de subventions, ça a tourné court, ça a périclité à la fin. Et sur la fin de sa vie, Jean Carpentier, quand il était donc retraité, s'est associé à notre combat en faveur de Mathieu Fauché. Et avec lui, j'ai eu l'honneur de pouvoir signer une tribune qu'on a essayé de faire passer dans plusieurs journaux. C'était très difficile. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore compris. Pourquoi Le Monde, Libération, des journaux comme ça l'ont refusé.
que nous avions écrite, qui a été publiée par Ouest France. Et par l'Humanité. Par l'Humanité, La Croix, on en a parlé, je crois. Là, j'ai celle de oui. l'Humanité. La Croix, témoignage chrétien. À Jean, ça a été son dernier combat, mais il est extrêmement découragé. Et je dirais qu'hélas, parmi les pionniers de cet enseignement du fait religieux qu'a évoqué Mathieu Fauché, beaucoup nous ont quittés. C'est des gens d'une génération déjà ancienne. Et ceux qui sont encore là, je pense à Maurice Tachereau, des gens comme ça, qui ont pris position comme Mathieu avec force, mais sont profondément découragés, en se disant on n'y arrivera pas. Alors, je voudrais essayer simplement, pour ne pas sombrer simplement dans la désolation, faire deux types de remarques pour essayer de comprendre le phénomène. Pourquoi est-ce que ça bute à ce point-là? Parce que ça force à réfléchir tout ça. Comment on est dans un tel brouillard? Comment on est dans une telle panade? Comment on est dans un tel climat d'injustice, de choses qui nous paraissent énormes? Alors, je voudrais revenir très vite, et je ferai très succinct, en essayant d'être clair sur ce qu'on appelle la laïcité et puis ce qu'on appelle les faits religieux. Mais sur les faits religieux, je vais aller encore plus vite. Sur la laïcité, parce que là, on en entend toutes les couleurs en ce moment, on n'a que ce mot-là à la bouche, c'est au nom de la laïcité, etc. Mais vous avez remarqué déjà peut-être que sur les questions des religions, au nom de la laïcité, on dit une chose et son contraire. Rappelez-vous que dans les années 1980, la fin des années 80, 89, 90, quand il y a eu l'affaire des voiles, qu'on appelle islamiques, il y en a qui ont voulu les interdire au nom de la laïcité, et il y en a qui ont exigé de les accepter au nom de la laïcité. Donc là, il y a déjà une interrogation. Comment le même fait, est-ce qu'on peut accepter une fille voilée à l'école? Oui, au nom de la laïcité, non au nom de la laïcité. Alors comment se fait-il, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, comment se fait-il que la laïcité serve n'importe quelle cause en France, dans le vocabulaire que nous avons, parce que c'est une affaire vraiment franco-française. D'abord, il faut faire attention que le mot laïcité, effectivement, s'écrit de deux façons différentes. Laïque peut s'écrire L-A-I-Q-U-E ou L-A-I-C. Mais ces deux orthographes désignent deux choses complètement différentes. Et le mot laïcité englobe les deux, et alors on peut tirer à une et à dia, et puis s'envoyer à la figure le mot, en disant le contraire de ce que pense l'autre à qui on s'adresse. Ça a d'abord deux sources différentes. Les L-A-I-Q-U-E, c'est une laïcité qu'a beaucoup utilisée la République, notamment la Troisième République, les lois laïques, on les appelait comme ça, les lois laïques, l'enseignement, donc L-A-I-Q-U-E-S. C'était les lois de séparation. Ça donnait lieu, on a tous en tête, à la loi de séparation des églises et de l'État. Séparation, le maître mot. Alors c'est une très vieille histoire, ça. Ça remonte à la Bible. Il y a une séparation du Créateur et de la création. C'est la Genèse. Il y a une séparation du temporel et du spirituel. Il y a dans l'Évangile des paroles de Jésus qui sont des paroles de séparation. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparation. Le trône et l'autel, le sabre et le goupillon, prenez n'importe quelle image, on est toujours dans une logique de séparation. Donc cette notion laïque et laïque immaculée est une notion biblico-chrétienne qui a traversé le cours des années, qui est récupérée par la République, qui en a fait une valeur de séparation. Cette séparation a eu des effets positifs. La loi de séparation des églises et de l'État, je crois qu'on s'en réjouit. Elle a clarifié l'affaire dans ces combats interminables qu'il y avait entre les républicains et les cléricaux. Bon, ça a mis quand même un apaisement, et ça a permis de gérer les lieux cultes, etc. Enfin, c'est une loi qui a produit des effets très positifs. Elle a eu aussi des effets très négatifs, parce que ça dépend ce qu'on sépare. Quand on sépare le culte et la République, d'accord, on sait à peu près où on est, mais si on sépare après
le religieux dans l'enseignement, en disant ça n'a rien à voir, là, on appauvrit terriblement la culture. Je pense par exemple au manuel scolaire de la Troisième République, où il y a eu le plus célèbre été le Tour de France par 2 enfants de Mme Bruno, qui était le manuel X fois réimprimé, reproduit, etc., qui était le manuel de base des enfants. On a fait la chasse à ce qui avait été dans les premières éditions, les représentations religieuses dans ce manuel. Il y avait des enfants qui circulaient dans des villes, comme Niort par exemple, on aurait pu voir Niort avec des clochers d'église. Dans les autres éditions, on a supprimé les clochers d'église, en séparation, pour enlever ce qui est religieux. Donc on a eu finalement une culture qui a été appauvrie, et on hérite de ça, chez les enseignants, chez les inspecteurs, aujourd'hui, etc. On hérite de ça. Une culture qui était très appauvrie sur le plan religieux, et à la fois, il y en a qui ont eu la formule, même assez raide, une religion sans culture et une culture sans religion. Ça, c'est un peu mortifère. Parce qu'une culture sans religion, ça veut dire qu'on retire quand même tout ce qui a fait les motivations, la ferveur, les élans des hommes dans l'espoir. On assèche terriblement. Et puis une religion sans culture, on arrive à des choses misérables, toutes bêtes, qu'on ne resitue pas les choses dans leur contexte. Bon, là j'étais sur la laïcité donc, de séparation. Si on prend l'autre mot, et là, il c'est laïque. Là, c'est utilisé dans un sens totalement différent. Parce que laïque, ça veut dire justement tous ensemble. Tous ensemble pour défendre la République, par exemple. Tous ensemble. Alors c'est un mot qui vient du grec, laos. Vous savez que les Grecs avaient 3 façons de désigner le peuple. Il y avait le démos, qui a donné lieu à la démocratie. Il y avait l'ethnos, c'est les ethnies. Et puis il y avait laos, qui était tout le monde. Parce que démos, la fameuse démocratie dont on se tarde tant, c'est pas tout le monde. D'abord, c'est pas les femmes. Je dirais que... Donc on enlève déjà la moitié. Ensuite, c'est pas les pauvres, c'est pas les esclaves, c'est pas les métèques qui arrivent de l'extérieur, tout ça. Donc il reste presque plus personne. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie grecque. C'est le tout petit nombre de ceux qui pouvaient voter. Alors, évidemment, si on désigne le peuple dans son ensemble, ce mot-là ne convient pas. Donc les Grecs, un autre monde était Laos. Laos, c'était le peuple tout entier, les hommes et les femmes, les maîtres et les esclaves, les Athéniens et les métèques, tout le monde. Et ce mot-là a donné lieu à une laïcité qui cherche justement à inclure tout le monde. On parle dans notre vocabulaire aujourd'hui d'une société inclusive. Il faut qu'il y ait tout le monde. Ne laissons personne sur le côté. Là, on est dans une laïcité d'intégration. Vous voyez, c'est le contraire d'une laïcité de séparation. Et c'est pourtant le même mot. Je crois que le malheur de nos débats vient beaucoup à ça. Et c'est une chose qui n'est pas tellement rappelée. Et quand on entend après les propos des uns des autres, on ne sait jamais sur quel pied on danse parce qu'on joue constamment de l'un à l'autre. Et les deux registres... alors, la société inclusive, c'est évidemment une bonne chose. On associe tout le monde. Le problème, c'est que ça peut créer aussi un mélange puisque toutes les différenciations vont y être. Et dans l'enseignement, on parlera de pédagogie différenciée qui tient compte de tout le monde. On arrive à un éloignement où peut-être on ne tient plus le sens de l'ensemble. En tout cas, le problème, il est que ces deux sources du mot laïcité ont deux régimes d'application différents aujourd'hui. La laïcité de séparation, elle est appliquée dans le domaine des institutions. Je l'ai dit tout à l'heure, séparation de l'Église et de l'État, par exemple. La laïcité inclusive, c'est la société. La société, c'est tout le monde. Alors, c'est la différence entre donc, les institutions et la rue. Dans la rue, tout le monde. Et on ne va pas exclure de passer dans la rue quelqu'un qui aurait telle croyance, telle opinion, etc. Mais le problème est que si on mélange les deux, si par exemple dans la société de séparation, qui est celle de la République, si elle est submergée par la société inclusive, on arrive à des choses aberrantes, on arrive à ce qu'on pourrait appeler une démission républicaine. Je prends un exemple. Lorsque le l'ancien président de la République, François Hollande, accueille le Premier ministre d'Israël, Netanyahou, à Paris, qu'il l'accueille dans la rue, c'était pour une commémoration, et qu'il met, lui, le président de la République française, une kippa sur la tête pour accueillir le chef de l'État d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la laïcité de séparation a été subvertie
par cette laïcité inclusive, où on mélange tout, y compris dans le domaine qui ne devait justement pas être mélangé. Si on veut respecter les institutions républicaines en tant que telles, elle a donc la neutralité de l'État. A l'inverse, si dans la société inclusive, on applique brutalement la laïcité de séparation, alors on arrive à une espèce de chasse, de répression abusive sur tout ce qui est religieux. Et c'est pour ça qu'il y a des procès à plus finir aujourd'hui sur tous les signes religieux qu'on peut trouver dans notre paysage. Aujourd'hui, quand on condamne les crèches de Noël, nous on vient de Provence, hein, il y a un peu quelle résonance ça peut avoir de supprimer les santons de Provence, les crèches, donc qui sont une affaire culturelle qui vient du XVIIIe siècle. Bon. Mais on le dit à raison parce qu'il n'y a pas de signe religieux. Et alors on va dire dans tel tribunal retirer un crucifix, retirer parce que c'est un ancien bâtiment religieux, on va retirer des tableaux à connotation religieuse à tel endroit, etc. Vous avez entendu parler de ça. Un peu partout aujourd'hui, il y a des chasses et des signes religieux qui sont l'héritage culturel. Alors il faudrait raser énormément de choses. D'abord, il faudrait fermer le Louvre, hein, qui est plein de tableaux à connotation religieuse. Ça, c'est extrêmement dangereux quand dans la société qu'on appelle inclusive, justement, elle est subvertie par une répression abusive. Alors, le problème de l'école, c'est qu'à l'école, il y a les deux types de laïcité. Il y a une laïcité de neutralité, qui est normalement celle du chef d'établissement, de l'administration, hein, qui est là pour l'ordre républicain, mais qui n'a pas à prendre parti dans une confession quelle qu'elle soit. Hein. Et puis, il y a une laïcité inclusive, qui est celle de l'enseignant dans sa classe, qui doit tenir compte de tous les élèves tels qu'ils sont, et qui arrivent de telle culture, de telle origine, de telle façon de croire ou de ne pas croire, etc. Donc, il faut gérer les deux, ce qui est extrêmement compliqué et délicat. Mais si on n'est pas au clair sur ces deux sources de la laïcité et sur leurs deux registres d'application, on confond, comme dit Régis Debray, le cadre et le tableau. Parce que la première laïcité dont j'ai parlé de séparation, c'est le cadre. Nous sommes dans ce cadre-là. La deuxième, c'est le tableau. C'est ce qu'on y dessine, c'est ce qu'on y peint, c'est tout le monde. C'est la vie, les couleurs, ce que chacun pense, vit, croit, etc. Vous voyez, voilà un point très très important à clarifier. Pour les faits religieux, puisqu'il s'agit d'enseigner les faits religieux, dans le cadre de la laïcité à l'école, hein, pour les faits religieux, c'est facile de se dire quand même que d'abord ils sont partout. On peut pas le nier, à Niort, on circule, il y a des églises, il y en a plusieurs, mais dans toutes les villes de France, villages de France, de toute l'Europe, et dans le monde entier, ce sont des bâtiments religieux différents selon les cultures, mais la culture religieuse, elle est omniprésente, elle est là partout. Hein, dans nos façons de vivre, dans nos façons, dans notre rapport à la mort, à la façon de manger, de s'habiller, etc. On trouvera partout, mais ça c'est démontré par tout un tas de gens. Régis Debray, d'ailleurs je le cite encore parce que c'est un des meilleurs connaisseurs du sujet, et il a écrit des livres très pertinents là-dessus, Le Feu Sacré, des écrits sur le vieux itinéraire, il a très bien analysé ça. On voit dans le cinéma aujourd'hui, dans la publicité, dans les modes, on voit tout un tas d'éléments qui viennent du religieux. Moi j'ai travaillé récemment sur la bande dessinée, on découvre que, enfin, c'est facile à montrer en tout cas, que la bande dessinée, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit classique avec Tintin, Spirou et tout ça, ou qu'elle soit beaucoup plus récente avec des séries qui ont été écrites plus récemment, oui, on voit qu'il y a des tas de thématiques religieuses. Et finalement, on va s'apercevoir que l'héritage chrétien qui nous habite, même si on est en déchristianisation, Mathieu disait effectivement, au point de vue des pratiques, des croyances, et surtout au niveau de la participation, d'une part à la pratique croyante, et d'autre part à la connaissance de ça. Autrefois, les catholiques, c'était aller à la messe et connaître le catéchisme. Bon, ces deux piliers-là se sont effondrés. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui va à la messe, et les gens ne connaissent plus le catéchisme, très peu, mélangent ça avec tout un tas d'autres formes religieuses. Donc ces deux croyances-là s'étant affaiblies, il est très difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est être catholique, être protestant, c'est très compliqué, être juif, c'est impossible, etc. On arrive dans des choses qui sont extrêmement complexes et difficiles à déterminer. Mais malgré ça, même dans ce flottement où nous sommes aujourd'hui,
où il y a à la fois une déperdition des repères et en même temps une crispation identitaire de certains courants, malgré ça, dans ce phénomène-là d'aujourd'hui, on va remarquer, si vous voulez, que ça habite quand même nos façons de vivre et nos croyances et ce que nous pensons. C'est encore très présent, une espèce de référentiel. Mathieu le disait tout à l'heure, dans les références du Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo n'était pas un auteur estampillé catholique, mais il cite la Bible tout le temps. Bon. Si on ne connaît rien de la Bible, on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Ceci dit, c'est remplacé par autre chose. On va lui faire dire ce qu'il ne voulait pas dire, ou autre chose. Parce qu'une méconnaissance entraîne en fait non pas un vide, mais un détournement des connaissances. J'avais vu cet exemple en Bretagne, où des gens qui servaient de guide pour des enclos paroissiaux, ne sachant plus le sens de ces croix, disaient que c'était là qu'étaient enterrés les résistants. Bon. C'est faux. Mais c'est-à-dire qu'on a toujours le besoin de rajouter une autre connaissance quand on a perdu les clés de la première connaissance. On ne va pas dire je ne sais pas. On va dire je sais autre chose. Je sais autrement. Ça, c'est un gros problème, parce que ça devient un obstacle. En tout cas, les faits religieux sont partout, mais si on ne les travaille pas, et ça a été la mission de l'école, telle qu'elle avait été déterminée dans les années 80-90 du siècle dernier, si on ne les traite pas, on va arriver à une ignorance. Alors, l'ignorance, c'est un vrai fléau, ça. Parce que les croyances, quand elles ne sont plus étayées par un savoir critique, ça devient des crédulités. Et avec la crédulité, on ne peut pas traiter. Parce qu'on attrape n'importe quoi. De même, les religions ont des fondamentaux, des choses auxquelles elles tiennent, mais ces fondamentaux, si on ne les contextualise pas, ils se figent en fondamentalisme. C'est-à-dire des choses figées, bétonnées, qui font comme des carapaces que les gens se donnent, parce qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils croient au fin fond. Alors ils bétonnent en affirmant des choses qui les protègent. Qui les protègent. Donc les durcissements des formules, on voit ça dans toutes les religions d'ailleurs. On s'en tient à quelques formules incantatoires sans savoir d'où elles viennent, ni ce qu'elles signifient, on les récite bêtement, et puis, si vous voulez, ça crée évidemment beaucoup de dégâts. Or, l'école, elle est ce milieu formidable qui aide à faire les ruptures nécessaires. Parce qu'on vient tous d'un certain milieu familial, ethnique, etc., enfin, culturel, quel qu'il soit. C'est de ce milieu premier que nous viennent nos sensibilités, nos représentations, tout ça. Mais l'école, elle fait des ruptures avec ça. Parce que l'école, elle donne des disciplines, dans les deux sens du mot. Discipline, c'est quelque chose qui se construit, qui structure. Alors, discipline mathématique, discipline physique, discipline chimique, discipline historique, discipline littéraire, discipline linguistique, etc. Et autrement dit, grâce aux disciplines, on met des formes de pensée. On apprend à penser, si vous voulez, la méthode expérimentale, on apprend la méthode inductive, on apprend la méthode déductive, on apprend la méthode comparative. On apprend à penser de façon critique. On le fait sur tout un tas d'objets, mais il faut le faire aussi sur les religions. Il faut aussi mettre de l'intelligence critique pour éviter justement les fléaux que j'évoquais tout à l'heure. Mais l'école, on est en fait pour y rester. Ensuite, on quitte l'école et on rentre dans une société universelle où on croise de tout, etc. Et là, on fait une autre rupture. C'est-à-dire qu'on sort de ce qui est purement disciplinaire pour vivre sa vie, chacun, là où il est, dans le milieu où il se trouve, etc. Et puis apprendre à vivre avec les autres. Et l'école, elle est ce milieu, ce sas, si vous voulez, qui permet la structuration de la personne. Et là, le rapport du savoir et du croire, c'est vital. Parce qu'on est tous des gens de savoir et des gens de croire. Il y a des choses qu'on sait, qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on croit, qu'on ne croit pas. Mais il faut d'abord croire au savoir. Parce que c'est le savoir qui nous apporte un peu d'intelligence, alors à la mesure de nos moyens, de nos petites têtes, mais c'est ça qui nous permet de nous repérer un peu dans l'espace et dans le temps. Et puis dans l'histoire aussi, des cultures, de tout ce que les hommes ont vécu. Il faut donc croire au savoir. Mais il faut aussi savoir le croire. C'est-à-dire le croire, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Il faut savoir pourquoi il y a des croyances, d'où elles viennent, ce qu'elles signifient. Alors on va forcément les relativiser, parce que c'est ceux-là, à telle époque, c'était ça, ça a évolué, ça a donné lieu à autre chose. Mais ce savoir le croire, c'est la formation à l'esprit critique, ça. Autrement dit, il ne faut pas que l'école sépare le savoir et le croire, surtout pas. Il faut les associer, mais en interaction critique.
en interaction critique. Et c'est ça qui forme la liberté de penser, la liberté du jugement, la liberté critique. Alors vous savez, là-dessus, il y a énormément de choses qui ont été dites, écrites, et très très bien par, tu as cité Philippe Joutard, qui avait fait un rapport là-dessus, qui remonte déjà à 1989. Régis Debray en a fait en 2002, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des écrits, des ouvrages pédagogiques, il y a eu plein de choses. Hélas, où ça est-il utilisé aujourd'hui et comment? Parce qu'aujourd'hui, en 2020, on est loin du compte. La situation pour les enseignants est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, à cause des brouillages que vous évoquez, des confusions qui sont faites, etc., et puis surtout de l'inculture qui s'est généralisée un peu là-dessus, et qui a été remplacée par d'autres croyances, donc, eh bien, on arrive à des choses catastrophiques. Et je dirais, pour terminer mon petit exposé là, qu'on a une démarche à suivre, c'est celle de Mathieu Fauché. Lui, c'est une démarche que je n'hésite pas à appeler exemplaire, pour 3 raisons. D'abord, pourquoi il a fait ce travail d'instituteur en CM2, qu'il a pris la Bible? Parce qu'il a écouté ses élèves. Et il a constaté les carences. Dans le milieu où il vivait, il n'avait plus les données pour comprendre ce qu'il voyait. Le crucifix, c'est pas seulement un tournevis. Il y en a pour qui c'est ça. Régis Debray disait, la Trinité, pour certains, c'est une station de métro. C'est pour les petits Parisiens. Alors, si vous voulez, si on en est là, on sent bien qu'il faut apporter quelques explications. Parce qu'il faut au moins que le monde dans lequel on vit, celui qui est de proximité, il ait du sens. Donc, il est parti de cela, et tu l'as dit, pour le baptême, etc. Ça, je crois que c'est le travail premier d'un éducateur. Et effectivement, le donné culturel dans lequel nous vivons, il est très marqué par la Bible et l'histoire chrétienne. Donc c'est naturel de partir d'abord de ça. Pas uniquement, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais ça, il est premier. Et tu avais été interpellé, disons, ça a été l'élément déclencheur de ta démarche. Je pense que cet élément déclencheur, ça devrait aller de soi, pour tout enseignant, éducateur, d'aider simplement les élèves à comprendre ce qui est dans leur milieu déjà, autour d'eux. Déjà. Ça ne suffit pas. Mais ça, c'est, de toute façon, ça, on ne peut pas l'éviter. Ensuite, la méthode qu'il a utilisée. Il est recours à des textes. Ah oui, c'est la meilleure démarche qu'on puisse faire. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelque chose de cette histoire de Moïse, tu parles de Moïse dans tes séquences, de Jésus, de quelques figures des évangiles, le mieux c'est de partir des textes. C'est pas la peine de partir de légendes, etc. Et les textes, on va les lire tels qu'ils sont, parce que ce sont des récits. Donc on va les raconter. Et les mettre dans leur contexte, évidemment, expliquer quel sens ça avait à l'époque où ça a été écrit. Et puis, tu essaies aussi, c'est la 3e dimension, de donner du sens, c'est-à-dire de voir à quoi ça renvoie aujourd'hui. Quel sens ça a pour celui qui aujourd'hui lit ça, ce qu'il essaye de comprendre. Bon. Alors, il a été reproché de faire ça sur la Bible. Mais je dirais que là, Mathieu, pour moi, hein, c'est certainement discutable, et vous aurez peut-être d'autres avis dans la discussion, mais pour moi, il a 100 fois raison. Parce que c'est d'abord de la Bible qu'il faut partir. Je sais bien que c'est très important d'ouvrir les enfants aussi à la religion musulmane, à la religion juive, à la religion bouddhiste, au Tao, à d'autres croyances plus ou moins ésotériques qu'il peut y avoir sur la planète. Mais d'abord, c'est beaucoup plus difficile à faire pour un enseignant. La Bible, c'est quand même ce qui est le plus facile, parce qu'on est dedans. Elle est dans notre paysage. Donc, en travaillant sur la Bible, on travaille sur quelque chose que les enseignants peuvent plus facilement maîtriser. Même s'ils la connaissent mal, ils trouveront plus facilement des outils de compréhension, d'analyse, etc. Et ce qu'ils vont comprendre surtout, ce qu'ils vont découvrir surtout, c'est que la Bible, je parle de celui-là principalement, elle a traversé donc l'époque révolutionnaire, l'époque républicaine, l'époque, etc. Elle a été reçue dans différents milieux, elle a été lue différemment. Et elle a été surtout
l'objet d'un travail critique considérable. Ce qu'on appelle la critique biblique, c'est un travail absolument formidable qui a été fait depuis presque les origines, parce qu'on trouverait chez Origène au IIIe siècle des études critiques sur la Bible qui sont très intelligentes, remarquables de précision. Mais c'est surtout à partir du XVIe siècle, à partir de Spinoza, à partir de Richard Simon, et puis par la suite au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, les études critiques sur la Bible se sont beaucoup développées. Et si vous prenez une Bible comme par exemple la Bible de Jérusalem, qui est éditée par l'école biblique de Jérusalem, vous verrez que sur chaque page, il y a énormément de notes. Et toutes ces notes, c'est hyper critique. On vous dit toujours tel document, d'où il vient, comment on l'a retrouvé, telle version, il y a cette version-là, il y en a une autre, il y a une autre version qui dit ça, etc. Vous avez un appareil critique considérable. Et ça invite à lire de façon intelligente. Ça évite de dire bêtement j'y crois parce que c'est marqué. Ah non, c'est pas si simple. Parce qu'attendez, c'est marqué, mais comment ça a été traduit, d'où ça vient, quelle source, etc. Et avec la critique biblique, on rentre en même temps dans le rapport à la Bible d'une façon très critique. Je dirais même plus critique que quand on lit Platon, parce que les études sur Platon ne proposent pas toujours tout cet appareil critique. Ils ne disent pas toujours d'où ça vient et comment les différentes versions, est-ce que c'est bien lui qui a écrit, etc. Dans le monde biblico-évangélique, il est passé au tamis d'une énorme critique. Tout le monde sait aujourd'hui, enfin tout chrétien un peu instruit, si vous voulez, sait que les lettres de Saint Paul ne sont pas de Saint Paul. Elles sont, enfin il y en a probablement la moitié qui sont de sa main. Les autres sont des disciples de Paul. Et celui qui dira, bah oui, pourquoi c'est signé les lettres de Paul, on lui explique, ben oui, bien sûr, dans l'Antiquité, on signait toujours un écrit du fondateur ou de la personne à laquelle on se référait. C'était comme ça qu'on faisait. C'est pas une malhonnêteté, c'était comme ça. Donc on comprendra d'où ça vient, le corpus paulinien, etc. Il y a toute cette intelligence critique qui nous permet d'approcher les choses de façon nuancée, multiple, prudente. Ça, on va le voir en travaillant la Bible, mais ça, on ne l'a pas en travaillant le Coran. Comment vous allez faire? Parce que dans le Coran, c'était verrouillé cette histoire. C'était verrouillé depuis longtemps. On sait que le Coran n'a pas été écrit par Mohammed, bien entendu. Le Coran, il y avait des tas de textes pré-coraniques qui existait avant lui, qu'il a récupéré. Et qu'il a récupéré parce que c'était des textes qui venaient des milieux juifs hétérodoxes et des milieux chrétiens aussi hérétiques. Et on connaît tout ça dans l'histoire. Mais vous trouvez ces textes-là. Ils sont actuellement au Yémen, à Sanaa. Ils sont interdits d'accès. Bon. Donc il n'y a pas de recherche là-dessus aujourd'hui, précise. Et beaucoup de choses ont été écrites après Mahomet, on sait aussi. Mais le dire aujourd'hui, c'est tabou. Moi j'en ai parlé à certains inspecteurs et ils me disent non, on ne peut pas le dire, c'est à l'école. Alors si on ne peut pas le dire, ne faisons pas de cours d'histoire. Parce que si on ne peut pas aborder les choses d'un point de vue historique, parce qu'un prof d'histoire, c'est quelqu'un qui étudie des textes en montrant d'où ils viennent et qui les met dans un contexte. Et ces textes-là sont soumis à tout un tas de critiques. Si c'est interdit, comment voulez-vous faire? Alors là, on sort d'une religion qui a ses propres garde-fous qui se sont imposés dans notre milieu. C'est pas facile du tout, ça, vous savez. J'avais mis dans... Je vais le reprendre parce que je ne le connais pas par cœur, mais dans le livre là, sur Louis Corneille, j'avais mis ce qu'écrivait le médiateur de la République, parce que ça nous ramène à notre actualité tragique d'aujourd'hui. Le médiateur de la République, c'était Bernard Stasi, au temps du président Chirac. C'est un homme de grande culture, de grande prudence aussi dans ce qu'il a fait, mais qui a fait un rapport remarquable sur la question justement de la laïcité. Et dans ce rapport, il disait notamment ceci. Donc, 2003, je cite, rapport du médiateur de la République. Il faut être lucide. Des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tenter la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. Bon. Ensuite, il détaille d'où viennent ces groupes. Ça vient au départ de l'Arabie Saoudite, qui avait été invité par le président Pompidou, et ça remonte à très loin, à envoyer des cadres pour les cours d'arabe en France. Il n'y a pas de professeur d'arabe. Et ce sont des groupes donc islamistes, de tendance du wahhabisme, et salafistes, qui sont venus, qui ont infiltré des réseaux de l'éducation nationale. Ça, c'est montré par le rapport Stasi. Ensuite, ils ont infiltré beaucoup d'autres milieux, dans les prisons, notamment les aumôniers, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, c'était dit, c'était écrit. On n'en a pas tenu compte en France. Et ça, c'est terrible.
Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop comment on se sent par rapport à tout ça. Surtout que, comme le dit très bien un observateur de tout ça, Ardimo Billard, hein, il dit que la France entretient des rapports privilégiés avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite qui incarne le pire de l'islam, son wahhabisme totalement rétrograde, et le pire de la modernité, l'argent roi comme seule vraie religion. Alors l'Arabie Saoudite est grand ami des États-Unis et de la France. Alors c'est très compliqué après de pouvoir faire le ménage chez nous. Quand d'un côté on finance et on arme un pays qui est quand même la tête de pont de toute cette pénétration, et puis qu'on dit après qu'il faudrait en finir avec ça, lutter contre le terrorisme, faire la guerre à ça, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cohérence dans tout ça. Alors je reviens à l'histoire de Mathieu Fauché. Lui, il a centré sur la Bible, c'est quand même plus facile. C'est plus indispensable aussi. Parce que, non pas du tout pour le prosélytisme, la question n'est pas là du tout. Mathieu, je crois, tu as été conduit à le confesser parce qu'on t'a interrogé là-dessus dans les journaux, l'agnosticisme. Mais c'est bien le droit d'un instituteur quand même. Donc le souci n'est pas du tout d'essayer de gagner les gens à une cause religieuse quelconque, mais d'aider les enfants d'aujourd'hui à être à l'aise avec leur propre patrimoine. Et c'est s'ils sont à l'aise avec leur patrimoine qu'ils pourront accueillir le patrimoine des autres. Ce que disait très bien Dominique Polo, ancien directeur de l'école de Louvre, comment accueillerons-nous l'étranger si à nous-mêmes nous sommes devenus étrangers? Alors c'est pas en commençant à saupoudrer l'enseignement de tout un tas d'éléments religieux venus de toutes les cultures, ce que personne ne pourra faire, ce que personne ne saura faire, et ce qui ne servira à rien, c'est plutôt en travaillant de façon critique l'héritage religieux qui est le nôtre, oui, l'héritage qui est le nôtre, celui des athées comme des croyants, l'héritage culturel, biblico, évangélico, catholico, etc., parce que c'est faisable, parce que c'est possible, et parce que ça aidera à le faire sur les autres terrains. Après, à chacun de faire ce même travail. Le travail qui a été fait sur la Bible, il faudra le faire sur le Coran. Il faut le faire sur le Talmud, il faut le faire sur les autres textes. Pour celui qui aura le temps de le faire, qui aura la possibilité de le faire. Parce que c'est très compliqué. Et il y a des domaines où aujourd'hui on ne peut pas le faire, je disais. Alors c'est pas la peine de se donner des missions impossibles. Donnons-nous des missions possibles. Mathieu Fauché, il a ouvert la voie d'une mission possible. Vous verrez ces séquences. Il n'y a rien de scolaire dans ce qu'il a dit quand même. Il montre des textes qui habitent notre culture. En faisant ça, il aide à s'approprier cette culture et donc à se rendre ouvert éventuellement à d'autres cultures. Et ceci dit, son cours, combien d'heures tu as passé là-dessus? C'était l'ensemble des séquences? Eh bien, c'était prévu pour 10 heures, 10 mais heures. j'ai dû m'arrêter au bout de 6 heures. Bon, enfin 10 heures sur l'année, c'est quand même pas, contrairement à ce que disait l'inspecteur, une catastrophe qu'on a subverti un programme sur 10 heures qui passe sur une donnée essentielle de notre héritage. Vous voyez. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour en finir là, mais ce qu'il a fait courageusement est sanctionné d'une façon tellement injuste et en plus indigne de l'éducation nationale. Parce que travailler sur une lettre anonyme, enfin intervenir sur une lettre anonyme, et sanctionner brutalement comme ça, en le supprimant de la possibilité d'enseigner pendant plusieurs semaines, sans dire pourquoi, ni aux parents, ni aux enfants, ni aux collègues, c'est indigne. Et cette affaire-là, on avait beau le dire sur tous les tons, mais interpellé M. Blanquer lui-même. Régis Debray a été voir 2 fois ce sujet-là. Il a été interpellé par d'autres personnes. C'est indigne de notre République d'en arriver là. Voilà ce que je voulais dire.